Et, et voilà, merci Alexandra, merci l'équipe du CSMO ESAC. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Si vous voulez me faire Parfait, merci. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui et comme je le dis souvent, moi je pourrais faire un colloque de 2 semaines sur le congédiement, donc j'ai essayé de respecter le temps imparti et de préparer une présentation. Je voulais aussi vous dire que je vais vous inviter à réserver vos questions, à vous prendre une note et il y aura une période de questions à la fin. Avec le nombre de personnes que nous sommes, nous n'aurons peut-être pas le temps de prendre toutes les questions, mais on va essayer de répondre aux questions générales là, qui pourraient servir à tous et toutes aujourd'hui. Alors, je vais vous partager une petite présentation de PowerPoint. Je vais me promener entre le partage et le départage là, de la présentation pour qu'on puisse se voir par la suite. Très bien. Est-ce qu'on voit ma présentation en ce moment? C'est parfait. Très bien. Excellent. Alors, c'est parti. Je vois des gens qui arrivent encore, donc j'espère qu'on va pouvoir les faire embarquer dans le train. Euh, donc, je me présente rapidement. C'est bizarre de me voir en double avec ma face ici dans l'écran, ainsi que avec vous, mais je voulais juste me présenter. Donc, moi, je m'appelle Geneviève Morin. Ma spécialité, c'est d'être gestionnaire de crise et faire la direction par intérim dans les organismes et les entreprises d'économie sociale. Je fais ça depuis plus de 15 ans. J'ai un exécutif MBA. Donc, j'ai une expertise particulière dans les situations de changement organisationnel, de sortie de crise, de transition. Et c'est une pratique qui m'a amené à avoir un regard sur la culture organisationnelle, puis les dissonances entre les valeurs prônées par les organismes et la façon que les valeurs sont incarnées au sein des équipes. Donc, c'est sûr que moi, je me présente toujours en disant, je suis pas une théoricienne, hein, je suis une praticienne. Et étant gestionnaire de crise, je vois toujours ce qui peut arriver de pire. Donc, vous allez peut-être me trouver un peu paranoïaque pendant le webinaire aujourd'hui, mais j'ai souvent des dossiers hautement judiciarisés, des dossiers très difficiles, des situations assez catastrophiques. Il y a ce qui n'arrive pas dans toutes les organisations, mais j'aime travailler en amont pour prévoir ces situations-là. Donc, c'est beaucoup avec les lunettes de prévention des crises que je m'adresse à vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler donc de notre vision du congédiement, des alternatives pour poursuivre la collaboration, de l'impact des congédiements, bien faits et mal faits, et de soutenir vos équipes là, à travers tout le cycle dès l'embauche, vos questions et clôtures. C'est très important pour moi de mentionner que ce webinaire n'est pas une formation sur les normes du travail, ni une formation juridique. Les normes du travail offrent d'ailleurs des formations, je vous encourage à les suivre. Alors là, on est vraiment plutôt dans un webinaire qui se veut un regard sur l'éthique, sur la pratique du congédiement. Donc, c'est pas du conseil juridique, partez pas avec ça, mettez pas ça dans vos lettres demain matin, mais c'est vraiment de réfléchir ensemble sur les manières de mettre fin et réinventer nos collaborations avec nos équipes. Si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est que soit vous avez tous des congédiements à faire, ou soit c'est quelque chose qui vous préoccupe. Je ne sais pas si on va avoir une vague de congédiements après notre webinaire. Mais une chose est sûre, c'est que mon premier point concerne notre vision du congédiement et je vais faire beaucoup de parallèles, parfois boiteux, là, vous me permettrez les analogies pas parfaites, entre les relations de travail, les relations employeur-employé et les relations de couple. C'est pas tout à fait comparable parce que c'est pas une relation égalitaire, donc l'employeur a plus de pouvoir que l'employé. Par contre, c'est quand même une relation qui se tisse au fil du temps. C'est pour ça que je vous ai mis une citation sur la séparation. Donc, la séparation, c'est comme l'amour, c'est quelque chose qui commence et c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, autant qu'on peut soigner nos relations, je pense qu'on peut soigner nos séparations. C'est un petit peu ce que je vous ai invité à faire aujourd'hui.
D'abord, j'aimerais vous faire travailler. Il n'y a pas que moi qui travaille aujourd'hui. J'aimerais vous faire utiliser le chat. Est-ce que tout le monde sait comment avoir accès à son chat dans le bas? J'aimerais vous inviter à écrire un seul mot, en un mot, ou peut-être une courte expression. Qu'est-ce que ça sonne rapidement pour vous, le mot congédiement? En un mot, là, rapidement, à quoi vous identifiez le congédiement? Allez-y, lancez-y. Je vois malaise, peur, deuil, rupture, échec, exigence, inconfort, risque, rupture, courage, gestion de crise, essentiel, laborieux, inconfort, remercier, fin, blessure, soulagement, oui, ça peut. Meurtre, meurtre professionnel, oui. Déstabilisation, laborieux. Très bien. Merci pour l'avoir fait dans un autre groupe parce que là, je n'aurai pas le temps de toutes les prendre, mais je vais les prendre. Puis d'ailleurs, petite demande de soutien au CSMO Isaac. Si vous voulez bien les prendre, je vais constituer mon prochain nuage de mots à l'aide des mots qui sont là. Pour l'avoir fait dans un autre groupe, je vais vous montrer ce que ça a donné, ce nuage de mots-là. Donc, c'est sûr que quand on pense à congédier, c'est la bête noire hein, des gestionnaires, c'est la chose qu'on n'a pas envie de faire. On a envie que tout aille bien, que l'équipe soit joyeuse et que ça fonctionne bien, que ce soit en harmonie. Et effectivement, c'est difficile, c'est délicat, c'est laborieux, il y a du stress, il y a de la fatigue. C'est la chose qu'on ne veut pas faire. Ce que j'ai envie, c'est qu'à la suite de ce webinaire, peut-être que votre nuage de mots serait différent. Peut-être qu'on irait vers un nuage de mots comme ça. Ça pourrait peut-être devenir une opportunité. Peut-être des conversations agréables, des séparations amiables, des outils de motivation, d'apprentissage, des moments de reconnaissance. C'est sûr que je suis peut-être une idéaliste. Je dis tout le temps qu'on ne peut pas rendre tout le monde satisfait de son congédiement, mais on peut rendre le reste de l'équipe satisfait de la façon dont l'employeur s'y est pris avec un ou une collègue. D'abord, on porte nos histoires. Merci hein, pour votre précieuse contribution ici au nuage de mots. J'ai quand même vu le renouveau, oui, donc ça peut être des opportunités vers la suite. Nous portons nos histoires. Là, j'ai envie de vous amener à utiliser la main, votre main Zoom, pas votre vraie main, votre main Zoom pour lever la main. Si c'est désiré, je vais peut-être faire un trigger warning, là, que ça peut bouger des choses désagréables. Vous n'êtes pas obligé de participer, vous n'êtes pas obligé de nommer quoi que ce soit. Mais si désiré, je voulais vous inviter à lever la main si vous avez déjà vécu, vous, un congédiement, donc pas que vous avez créé chez quelqu'un d'autre, mais que vous avez vécu personnellement, qui serait alors que vous étiez peut-être dans notre secteur, donc OBNL, coop, entreprise d'économie sociale. Si vous voulez bien lever la main, j'aimerais ça juste voir un petit peu, tu sais, c'est pas de façon nominative, mais juste des proportions. Combien d'entre nous, parce que je m'inclus là-dedans, avons vécu des congédiements dans notre secteur? Je laisse un petit moment pour trouver votre main. Oh, pardon. Merci. Je vais juste chercher ma main, puis là, je vous ai enlevé le partage avec ça. Je vais retourner au partage. Parfait. Donc, je vois plusieurs mains levées. Des mains levées. Euh, oui. Je vous laisse encore un petit moment. Je sais qu'il y a des petits. Donc, l'invitation pour les personnes qui se joignent à nous, c'est de lever la main. Si vous avez déjà vécu un congédiement dans notre secteur de façon personnelle, si vous, vous avez déjà été congédié. Puis, dans les mains levées, je vous inviterai à baisser la main les personnes qui ont trouvé que le congédiement était bien fait. Parce que ça peut être difficile, un congédiement, mais des fois, on peut reconnaître que ça a été bien fait le mieux possible. Et gardons les mains levées, juste les personnes qui ont vécu un congédiement considéré comme injuste, mal fait ou traumatisant. Un petit peu moins. Parfait. Merci. Je vais vous inviter à retirer les mains.
tout le monde. Je vous envoie plein d'empathie aussi pour les personnes qui ont vécu des choses difficiles. J'ai témoigné aussi d'un congédiement que j'ai vécu dans un OBNL. L'image que je vous ai mise, c'est une image du livre Libérer la paresse que j'ai co-dirigé, où j'ai raconté mon histoire de congédiement quand j'étais revenue d'arrêt maladie, donc après un arrêt maladie. En fait, pendant mon arrêt maladie, la perception avait beaucoup changé sur mon travail. Et quand je suis revenue, ben, la rencontre de retour a servi à m'annoncer que j'étais congédiée. J'ai eu un grand sentiment d'injustice et d'impuissance suite à ça. J'ai eu l'impression de ne pas avoir été partie prenante là, du cheminement puis de la décision. Et ça m'a laissé une grande difficulté de faire confiance aussi aux employeurs subséquents. Et c'est probablement pas étranger au fait que je sois consultante et travailleuse autonome par la suite. Donc, c'est sûr que moi, j'ai été très touchée par les traces personnelles que les congédiements peuvent laisser. Et c'est une des raisons pourquoi ça me tient à cœur d'accompagner les gestionnaires et les organisations à incarner leurs valeurs à travers ce moment qui peut être très difficile. Maintenant, c'est bien beau parler de congédiement mal fait, mais il ne faut pas sous-estimer l'impact que ça a sur les gestionnaires. Donc, des fois, on diabolise un petit peu les gestionnaires, on met beaucoup d'attentes sur leurs épaules, mais il faut prendre en considération que les gestionnaires eux-mêmes, s'ils se retrouvent dans une situation de créer des congédiements et de parfois les faire d'une façon moins empathique ou parfois les faire d'une façon plus rapide que ce qui devrait être, c'est parce qu'eux-mêmes traînent un sentiment de culpabilité, des difficultés à prendre les décisions, de la peur d'affecter le moral de l'équipe, la peur pour sa légitimité, sa réputation de leader. Combien il y a de gestionnaires qui m'ont dit, mais là, comment je vais être perçue par le reste de mon équipe si jamais je congédie quelqu'un? Souvent, comme gestionnaire, on veut être aimé, on veut être respecté, on veut être reconnu dans notre rôle. Il y a beaucoup de stress qui pourrait découler des conséquences juridiques et organisationnelles, ce qui va nous mener à souvent se reposer sur des avis juridiques, des avis d'avocats qui vont nous proposer des processus qui vont être peut-être plus froids et désincarnés que ce qu'on voudrait faire si on avait une approche complètement incarnée et authentique. La peur de mal faire, la peur de faire mal à quelqu'un, la peur de ne pas savoir trouver l'équilibre entre la fermeté et l'empathie, un grand sentiment de solitude, un sentiment d'échec et de frustration aussi, surtout quand on a déjà accompagné la personne dans des ajustements, dans des demandes, puis on se rend compte que ça fonctionne pas, et l'envie de fuir. Et l'envie de fuir fait souvent en sorte que on arrive à des points de non-retour et que c'est très difficile à ce moment-là de faire des congédiements de la bonne façon parce qu'il y a eu accumulation de frustration. Donc, l'envie de fuir est vraiment notre ennemi dans ce dossier des congédiements, dans notre rôle de gestionnaire. La première chose que j'ai donc envie de dire, c'est qu'il faut avant tout trouver du soutien comme gestionnaire, briser la solitude, ne pas rester seul avec ça. Les membres du conseil d'administration se retrouvent également à gérer les risques si jamais il y a des poursuites, si jamais il y a des impacts, des démissions subséquentes. Donc, c'est très important de mobiliser le conseil d'administration ou des membres de conseil d'administration ou un comité RH ou une personne désignée, mandatée à cet effet pour être la répondante RH lorsqu'il y a des congédiements à faire, bien en amont du congédiement. Donc, dès qu'on est au niveau de la réflexion sur les ajustements demandés, tout ça, je sais qu'on aime bien dire que le conseil d'administration a un seul employé, la direction qui a les autres employés, l'équipe, mais puisque les risques remontent au conseil d'administration, mais il faut les impliquer à un certain moment au niveau de la réflexion. Il y a beaucoup de directions qui vont chercher du mentorat pour faire face à ces situations difficiles-là. Il y a des personnes, des coachs, des mentors qui sont très, très habilités à aider à trouver les bons mots, aider à trouver les bonnes postures. Donc, il ne faut pas rester seul. Encore là, on a de la possibilité d'aller chercher des mentors. Il y a aussi des groupes de co-développement de direction qui existent. Le fait que vous êtes ici à cette formation aujourd'hui et
Ne pas oublier d'avoir de la bienveillance envers soi-même. Vous vous rappelez que l'objectif, c'est de soutenir l'organisation et votre équipe. Il y a aussi moyen, souvent on pense que c'est blanc ou noir. Donc, soit on garde l'employé dans les conditions actuelles, ou soit on doit congédier la personne. Mais il y a tout un continuum de solutions créatives entre ces deux options-là. Donc, quand vous avez l'impression d'être pris dans le mur, puis d'avoir juste deux options devant vous, peut-être prendre un pas de recul. Il y a plusieurs modèles alternatifs et créatifs qui existent. J'espère vous en donner quelques idées aujourd'hui. Donc, la première chose dont je veux parler avec vous, je parle beaucoup, notez vos questions parce que je veux vous entendre tantôt. La première chose dont je veux parler avec vous, c'est les alternatives au congédiement. Bien que je vous ai dit en ouverture que j'adore parler de congédiement, je dis toujours aussi que le meilleur congédiement, c'est le congédiement qui n'a pas lieu. Est-ce qu'il y a moyen de ne pas se rendre là? Je vous parle du cas de Sylvain. Je suis arrivée dans un organisme et Sylvain était un employé, loin d'être un employé modèle. Je vous dirais qu'il faisait pas grand-chose, là, hein. Il rentrait au bureau, il repartait du bureau, il ouvrait son ordinateur, mais je suis pas sûre de ce qui se passait entre les deux. À un moment donné, j'ai eu une conversation avec lui, puis il m'a admis bien candidement que la plupart de son temps de travail au bureau, il le passait à se chercher un autre emploi parce qu'il était malheureux dans les tâches actuelles. Il m'a confié que par rapport à l'affichage et les tâches réelles, ça correspondait pas du tout à ce qu'il voulait faire. Donc là, j'étais face à plusieurs choix et c'est sûr que Sylvain venait de admettre qu'il ne travaillait pas beaucoup. Son rendement était de toute évidence pas au rendez-vous. Mais en même temps, je voulais voir qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau de cette équipe-là. Puis on s'est assis ensemble avec l'équipe, on a fait une matrice de compétences, donc vraiment faire ressortir les talents de l'équipe. Et à l'aide des talents de l'équipe, on a remanié l'organigramme et on a donné à Sylvain d'autres tâches. C'est sûr que dans cet exemple-là, ce qui n'est pas toujours le cas dans vos organismes, on avait l'opportunité de bouger les fonctions de poste, puis c'était cohérent avec la mission de l'organisme. Des fois, on n'a pas le choix, là, les fonctions, ils ne sont pas très bougeables. Et on a fait en sorte que Sylvain, dans son nouveau poste, se développe énormément au niveau professionnel. Et il a été identifié comme étant la relève à la direction. Puis c'est lui qui est devenu directeur de l'organisation pendant 5 ans par la suite. Donc là, j'avais un employé que j'étais sur le bord de remercier, qui finalement a eu une contribution vraiment majeure à l'organisation parce qu'on a retravaillé la cartographie des compétences et l'organigramme au sein de l'équipe. La personne qui est là représente l'avantage d'être là. Donc, comme un couple, parfois, on est un peu tanné et l'herbe a l'air un peu plus verte chez le voisin, puis on se dit, on place des aspirations dans le futur employé qu'on pourrait peut-être avoir et qui amènerait de la nouvelle énergie qui serait si merveilleux. Mais il y a des enjeux liés au recrutement et à l'intégration de nouvelles personnes. Et là, le CSMO Isaac va être content que je cite son enquête repère de 2022 qui nous dit que les organisations de notre secteur rencontrent des difficultés à pourvoir des postes. Vous le savez, c'est pas toujours facile d'attirer des talents et de pourvoir nos postes. Et les attentes salariales augmentent dans notre secteur et les attentes au niveau des styles de leadership, au niveau des modèles de gestion également. Donc, là, si vous avez déjà un employé qui a l'avantage d'être présent et qui a aussi du savoir organisationnel, ça, c'est une tâche souvent invisibilisée, le savoir organisationnel, mais ça prend énormément de temps et d'adaptation, de savoir où sont les documents, comment fonctionnent les choses, à qui on parle, qui sont les personnes ressources, quels sont les outils et procédures. Et là, vous avez quelqu'un qui a déjà ce savoir organisationnel. Donc, moi, je recommande toujours d'essayer de récupérer les personnes présentes en disant que les ressources humaines ne sont pas des ressources jetables. Et merci pour la l'enquête repère en même temps. Et donc, c'est ça, d'essayer de réutiliser euh, les membres de notre équipe d'une façon ou d'une autre, voir si on peut axer sur leur talent. Là, je fais juste une parenthèse pour vous dire que ce webinaire-là exclut certaines situations. Là, ce dont je ne vous parle pas en ce moment et qui est exclu de ce webinaire, c'est les cas de faute
grave à sa face même, par exemple de la fraude criminelle, par exemple du harcèlement sexuel. J'exclus également toute la relation entre la direction et le conseil d'administration. Donc là, on s'adresse davantage concernant les membres d'une équipe, donc des directions ou des coordinations ou bon, des chefs d'équipe qui ont à gérer du personnel, parce que c'est toute une autre question que de gérer sa direction. Voilà. Puis, on n'a pas la même tolérance là, pour, par exemple, de la fraude criminelle. Alors là, on parle juste d'une inadéquation au niveau des talents. On peut aussi parler des personnalités difficiles. On peut aussi parler de licenciements qui ne seraient pas liés au rendement, mais qui seraient liés à des coupures économiques, par exemple. Ça aussi, c'est des cas de figure qu'on voit souvent. On n'est pas obligé de faire comme Twitter, annoncer par un courriel, couper les accès et escorter vers la sortie. On peut faire des coupures même économiques d'une façon très, très, très bienveillante. Quand je vous parle d'alternatives à envisager, je veux parler avant tout de prendre responsabilité. Parce que s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le processus, il y a une part de responsabilité de l'employeur. C'est comme une séparation. Ce n'est jamais toute la faute de l'autre personne. Alors, c'est quoi, vous, dans votre responsabilité que vous pouvez prendre, de reconnaître ce qui n'a pas fonctionné dans vos processus pour les améliorer pour la suite, pour pas faire vivre ça encore et encore à une autre personne. Je pense à des postes sur lesquels le roulement est très grand. Ça me fait penser à un gars qui se fait toujours laisser par ses blondes, mais qui dit que c'est toujours de leur faute. À un moment donné, s'il y a un très grand roulement toujours dans le même poste, peut-être que le poste est mal conçu, peut-être qu'il est à revoir, peut-être que les attentes ne sont pas réalistes, peut-être que les tâches sont à repenser. Peut-être aussi qu'il y a un biais de perception au niveau des biais inconscients quand les gens ne nous ressemblent pas, ça peut être un des éléments, et des biais aussi euh, voilà, au niveau des personnalités. Donc, des fois, il y a des gens avec qui on ne s'entend pas. Des fois, il faut faire une différence entre les livrables objectifs et le fait qu'on ne s'entend pas ou qu'on a des personnalités diamétralement opposées. Ce n'est pas le même travail à ce moment-là que de reconnaître les différences de contribution et de personnalité dans une équipe, puis essayer de viser la complémentarité versus l'enjeu au niveau des livrables, au niveau du rendement, au niveau de la prestation de travail. Ça me fait penser, dans une équipe, j'avais fait un test de personnalité qui divisait là, les gens. Il y avait 16 personnalités possibles. C'est le test de Myers-Briggs. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et je suis arrivée dans une équipe et 100% des gens de l'équipe avaient le même type de personnalité, qui était également le même type que la directrice précédente. Donc, la directrice précédente avait embauché des gens qui étaient à son image et toutes les personnes qui avaient été embauchées qui ne l'étaient pas s'étaient retrouvées au fil du temps remerciées. Donc, quand je vous parle de bien inconscient, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut comme gestionnaire, se vérifier puis faire notre travail. Ensuite, est-ce que vos évaluations, et ça, j'y reviens, puis c'est eux qui prennent des notes, peut-être vous pouvez encadrer, mettre du jaune, mettre des étoiles autour du mot évaluation. Est-ce que les évaluations de probation et les évaluations annuelles vous ont permis d'accompagner à mesure la personne, vous ont permis d'identifier les besoins de formation? Est-ce que la personne vous a dit des besoins de formation, vous avez dit oui, 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 bonne idée, vous n'avez jamais eu le temps d'offrir la formation qui était par ailleurs demandée? Est-ce que vos évaluations de probation sont faites? Est-ce que vos évaluations annuelles sont faites? Est-ce qu'elles ont été complaisantes? Parce que vous vouliez des gestionnaires gentils. Vous avez dit tout va bien, c'est merveilleux, alors que ce n'était pas la réalité. Donc, ça aussi, de se faire des évaluations à mesure. Je sais que on gère l'urgence, c'est la chose qu'on n'a jamais le temps de faire, mais c'est votre outil pour accompagner, un de vos outils pour accompagner le développement professionnel des équipes. Je vous donne le cas de Maryse. Je vous ai dit qu'il fallait réfléchir à des alternatives. Parfois, Maryse était une dame formidable, beaucoup de talent pour l'accueil dans notre organisme.
Elle était responsable de l'accueil, de la réception et je dirais du dispatch, là, un peu des courriels et tout ça. Donc, mais avec le temps, puis avec l'évolution de l'organisme, on s'est rendu compte que ça, c'était pas un travail à temps plein que de faire l'accueil. Et là, on a essayé de créer un poste où on pouvait rajouter du temps peut-être de communication, d'administration, de comptabilité, mais ça correspondait pas du tout au talent de Maryse. Ça la mettait en situation où elle ne pouvait pas occuper les postes dans le cadre du changement puis de la transition de l'organisme. Mais par contre, son grand talent d'accueil, on s'est dit, pouvait être également utile dans d'autres organisations. Alors, on a fait une entente avec un autre organisme qui avait besoin aussi d'une personne à l'accueil, mais à distance, donc au téléphone, plus les courriels, ce genre de choses. Et on a divisé son poste entre deux organismes. Donc, nous, on payait la moitié du salaire de Maryse. L'autre organisme payait la moitié du salaire. Elle s'est retrouvée à être la personne responsable de l'accueil pour les deux organismes et on a pu conserver Maryse et on a pu conserver un temps plein pour elle. Donc, quand je vous parle de solutions alternatives au congédiement, quand la personne n'est plus en adéquation avec les besoins d'une organisation, mais qu'il y a certains talents présents, ça peut vouloir dire aussi d'aller voir dans notre écosystème, c'est quoi les options de mutualisation possibles, de quelle façon on peut s'entraider entre organisations pour faire des emplois de qualité, puis garder en partie nos talents. J'ai l'air de dire qu'il ne faut absolument pas congédier, mais vous m'entendez, ce n'est pas tout à fait cela. Ce que je dis, c'est qu'il faut prendre le temps d'analyser la situation. Parce qu'il y a un coût à maintenir en poste, évidemment, lorsque ça convient pas. Puis les équipes vont vous le dire, elles sont les premières à vivre un sentiment d'injustice organisationnelle, une perte de motivation. Les tâches qui sont pas faites retombent sur le reste de l'équipe. Donc, vous avez aussi un devoir de protéger votre équipe de ce genre de situation-là. Ça ne rend pas service à la personne non plus parce que ça va la mettre en situation d'avoir une mauvaise relation avec ses collègues. Elle ne sera pas accompagnée dans son développement professionnel, va perdre le sentiment de contribution et ça peut nuire à l'organisation, on est d'accord? On le sait tous, hein, des fois on se voit sur les tables de concertation, puis on sait là, les employés qui ont l'air de bien faire leur travail, puis ceux qui ont l'air d'en faire un petit peu moins, ça peut nuire à la réputation de l'organisme. Donc, c'est quand même important d'agir. Et ne pas agir est aussi une décision. Et il faut prendre des décisions éclairées dans ces situations-là. Je vous parle du cas de Sylvie pour illustrer ça. Ça vous va que je vous raconte des cas comme ça, oui? Je vous raconte, je sais que vous avez vos propres cas, là, puis on n'aura peut-être pas le temps de les entendre, puis évidemment que c'est anonymisé autant pour l'organisme que pour les prénoms. Donc, j'arrive dans une organisation en redressement, puis Sylvie est là depuis des années. Tout le monde me dit, bon, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, on a l'impression qu'elle travaille pas beaucoup, mais personne dans les directions précédentes n'a eu le courage d'intervenir auprès de Sylvie. Puis en plus, il y avait une situation un petit peu de conflit d'intérêts. Là, c'est une proche d'un membre de conseil d'administration, donc personne n'a osé avoir des rencontres courageuses avec Sylvie, faire des évaluations, puis faire des reflets, faire de la rétroaction, demander des ajustements. Donc là, on se retrouve avec la situation où Sylvie, si lisait son dossier là, du jour au lendemain, ben, il n'y avait absolument rien d'écrit dedans, il n'y avait rien de documenté. Donc, quand on se retrouve à avoir une discussion courageuse pour la première fois, puis que les suivis n'ont pas été faits, bien, c'est sûr que c'est devenu une coûteuse séparation parce qu'il a fallu négocier une séparation à l'amiable, puis que l'organisme offre, dans le fond, plusieurs mois de salaire pour que celui soit satisfaite de quitter et ne se sente pas dans un sentiment d'injustice, de, ben, vous m'avez jamais rien dit, puis donc de faire des reflets proactifs. Alors, il est coûteux pour un organisme aussi de ne pas agir, il est coûteux de ne pas documenter, il est coûteux de ne pas prendre ses responsabilités de gestionnaire parce qu'on veut être gentil, gentil ou parce qu'on agit dans l'urgence. Je fais le tour rapidement parce qu'on les connaît, les impacts des différentes manières de congédier, mais je veux que vous l'ayez en tête pour votre analyse.
Moi, j'ai une approche assez économique aussi de ces questions-là. Donc, c'est pas juste les valeurs éthiques, c'est pas juste d'être empathique, d'être des bonnes personnes. Et au-delà de ça, il s'agit également des coûts réels à faire des mauvais congédiements. Parce que je veux vous inviter à voir le congédiement bien fait comme un investissement. Donc, c'est sûr que sur l'équipe, c'est largement documenté le syndrome du survivant, le stress émotionnel, la perte de créativité. Vous avez une citation, on peut pas vivre dans la perte de perdre son emploi et en même temps assumer ses tâches et ses responsabilités. Donc, quand les collègues voient leurs collègues se faire congédier du jour au lendemain, tout le monde a peur. Ça peut faire en sorte que les gens cherchent un emploi ailleurs, se démotivent, perdent la confiance envers l'employeur puis envers leur leader. C'est sûr que sur la personne, ça peut lui créer de la détresse émotionnelle, du stress financier, de l'impact sur la confiance, la motivation et l'engagement. La personne risque de se retrouver dans une autre organisation de notre écosystème. On le voit très souvent que la personne congédiée chez nous peut devenir l'employé étoile ailleurs et traînera avec elle, ben d'abord, peut-être l'enjeu d'engagement. On ne rend pas service à sa prochaine organisation si on l'envoie avec une perte de confiance envers l'employeur, mais du risque réputationnel. Du risque réputationnel pour des poursuites judiciaires et tout ça, mais de façon beaucoup plus subtile et beaucoup plus commune. On perd de nombreuses candidatures lors des affichages de postes parce que les gens se parlent, parce qu'il y a des discussions de corridor. Hey, t'as déjà été travailler là, j'ai vu le poste affiché, est-ce que je devrais appliquer? Les gens se parlent, disent non, 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 va pas là. C'est un mauvais employeur, j'ai pas été bien traité. Donc, ça se parle et on ne peut jamais, souvent les gestionnaires veulent isoler la personne, puis pensent pouvoir réussir un congédiement en silo, mais les gens se parlent. Toutes les quittances qu'on peut signer ne nous protègent pas des conversations informelles. Donc, pour prendre soin du risque réputationnel, j'encourage les employeurs à prendre le temps de faire des bons congédiements. Parce que par ailleurs, c'est payant de faire des bons congédiements. Donc, c'est sûr que sur l'équipe, quand on voit que nos collègues ont été bien congédiés, même si les collègues partent insatisfaits ou en colère, si le processus a bien été, mais ça renforce la motivation, la confiance, le sentiment de sécurité, la fidélité et la loyauté à l'organisation. Sur la personne, ben, on essaie le plus possible de préserver l'estime, de diminuer le stress, diminuer le ressentiment et on l'accompagne. Je veux dire, on est des formateurs professionnels, hein. Souvent, les gens qui passent dans les organisations sociales et collectives sont souvent, en grande majorité, si je me fie encore à l'enquête repère, bon, c'est en grande majorité des jeunes, hein, des jeunes adultes. On est beaucoup des écoles de formation professionnelle. Donc, on veut aussi que les gens partent pas détruits du marché du travail, mais qu'on facilite leur réinsertion professionnelle pour la suite. Je trouve ça d'ailleurs très ironique parce qu'il y a parfois des organismes spécialisés en insertion socio-professionnelle qui maltraitent leurs gens puis font en sorte de nuire à leur réinsertion socio-professionnelle par la suite. Donc, encore là, incarner nos valeurs du début à la fin, à l'interne comme à l'externe. Et bien sûr, sur l'organisation, ben, on fait attention à ce moment-là au risque réputationnel et on attire des candidatures de qualité. Fait qu'il y a beaucoup d'attractivité des talents qui se passe par les conversations de corridor. On parle du cas de Catherine rapidement. Donc, Catherine, elle était une intervenante dans un organisme et elle, elle n'avait pas l'adéquation des talents et compétences nécessaires pour le poste. Et l'organisme n'avait pas les ressources pour l'accompagner, autant qu'il aurait fallu pour la former, là, pour réussir à répondre aux attentes du poste. Donc, ce que j'ai fait avec Catherine, c'est encore une matrice des compétences, des forces et des talents. Je l'ai aidé à identifier que ses forces et ses talents seraient plus utiles dans d'autres types de postes, seraient plus valorisés et que dans le poste actuel, elle passait juste son temps à combler les faiblesses de son profil, à combler ses lacunes plutôt que d'investir sur ses talents. Et on s'est entendu donc qu'elle quitterait, mais qu'elle devait quitter parce que ça ne fonctionnait pas.
Catherine, c'est une mère monoparentale, puis je lui ai dit, ben là, en ce moment, tu es payée 35 heures semaine, je m'attends à ce que tu en mettes au moins 10 sur ta recherche d'emploi. Donc, on va revoir ton plan de travail pour que tu livres l'équivalent de 25 heures. Tu passes au moins 10 heures sur ta recherche d'emploi et je vais t'accompagner jusqu'à ce que tu trouves ton prochain emploi. On s'est engagé sur au moins 3 mois pour poursuivre la collaboration. Donc, à partir du moment où on s'est dit que la collaboration devait arrêter, on a étiré quand même notre collaboration 3 mois de plus. Puis, Catherine a trouvé un poste qui correspondait davantage à ses talents et aspirations. Elle est restée bénévole dans l'organisme par la suite et elle nous a référé aussi une excellente candidature pour le poste. Et c'est cette personne qui a été l'intervenante pendant plusieurs années. Parce que, ayant occupé le poste, elle était bien placée pour savoir le genre de profil qui était nécessaire. Puis la personne, dans un processus là, externe, s'est retrouvée embauchée à la grande satisfaction de l'organisme. Donc, parce qu'on a su avoir des conversations courageuses avec Catherine, mais malgré le fait qu'on a dû se séparer, se dire au revoir, dire que ça fonctionnait pas, mais on a réussi à garder une belle relation. Donc, dans ce que je vous ai dit aujourd'hui, la rétroaction transparente, régulière et objective est vraiment importante. L'annonce de la réflexion, décider. Ah oui, ça aussi. Donc, souvent, j'ai vu derrière les portes closes les réflexions se faire par rapport à une personne employée jusqu'à l'annonce qui était rendue une décision finale. Et là, l'employé a été mis au courant seulement de la décision finale. Mais du leadership authentique pourrait être de dire, ben, à ce moment-ci, je t'avoue que je me pose des questions sur la suite de la collaboration. À ce moment-ci, je t'avoue que je commence une réflexion sur les ajustements à apporter sur le poste. À ce moment-ci, donc, de vraiment intervenir dès le début et de faire cheminer la personne à travers le processus de réflexion sur sa contribution dans l'organisation. Offrir des plans d'ajustement. Donc, après avoir dit à ce moment-ci, je me questionne, peut-être qu'on peut dire, mais comment on peut s'ajuster? Voici les attentes. Est-ce que tu peux les rencontrer, faire des suivis réguliers, plusieurs conversations? Et donc, on parle d'accompagner la personne dans sa prise de conscience. Je vous parle du deuil dans un instant. Ensuite, lorsque la décision est prise, il faut l'annoncer de façon transparente. J'aime beaucoup Brené Brown qui dit Clarity is kindness. Des fois, parce qu'on veut être très gentil, on garde le flou, on dit oui, mais non, mais peut-être, c'est pas clair et tout ça. Donc, de donner de l'information avec fermeté et avec transparence, c'est aussi accompagner professionnellement la personne, c'est donner de la gentillesse. Et ensuite, on permet à la personne, en discutant des processus et des délais, d'avoir un peu de contrôle sur la procédure. Donc, on dit, ben, comment tu veux l'annoncer aux collègues, comment tu veux l'annoncer aux partenaires, de quelle façon, quand serait ta dernière journée, de quelle façon tu veux voir ça. Je vous parle du cas de Youssef très rapidement. Youssef était dans un organisme depuis quelque temps et au moment de la vérification des antécédents judiciaires, l'organisme a constaté que Youssef avait des antécédents judiciaires. L'organisme n'était pas trop au fait de la loi, n'a pas pris le temps de se renseigner et a congédié Youssef du jour au lendemain sur cet élément-là, disant, ah, tu as des antécédents judiciaires, nous on travaille avec des personnes vulnérables, on ne peut pas toucher à ça, tout ça. J'en profite donc pour vous dire qu'en matière d'antécédents judiciaires, il faut se doter d'une politique, puis il faut vérifier tout ça. C'est un motif de discrimination reconnu par la Charte. Youssef a poursuivi l'organisme à la Commission des droits de la personne, mais a aussi envoyé un courriel à Patrick Lagacé qui a attrapé l'histoire et qui en a fait un article de journal. Donc, sur un congédiement qui a été fait de façon brusque et non vérifié au niveau légal, euh, ben là, l'organisme s'est retrouvé avec une immense crise et le CA a démissionné. On n'avait plus quorum pour fonctionner. Et puis donc, ça a été très, très problématique. Il y a des bailleurs de fonds, des fondations qui ont voulu se retirer. Alors, tout ça pour dire que, encore une fois, ça vaut la peine de prendre le temps de faire ces vérifications avec empathie toute la question des antécédents judiciaires, mais ça aurait pu être d'autres choses. Tous les congédiements brusques, il faut vraiment prendre le temps de faire de multiples vérifications.
Puis vous avez toujours le droit aussi de dire à l'employé, ben là, on se donne le temps de faire des vérifications. Vous avez toujours le droit d'utiliser des choses comme des suspensions avec solde ou des choses comme ça. Donc, il y a plusieurs outils dans la boîte à outils pour, encore là, vous donner le temps. Le cas de Déborah. Déborah se retrouve dans c'est souvent là où ça arrive, hein, ces situations-là. Donc, c'était un souper de Noël et avec un verre dans le nez, Déborah a dit quelque chose de complètement inacceptable que je ne répéterai pas, mais sachez que c'était complètement inacceptable à une collègue au souper de Noël. La collègue l'a dénoncé au conseil d'administration. Le conseil d'administration a considéré que c'était effectivement inacceptable. Mais a considéré que c'était une faute grave et l'a congédié. Donc, dans toute la gradation des outils à leur disposition, ils ont décidé d'utiliser la peine, on va dire, capitale du congédiement. Suite à ce congédiement, l'ami de Déborah, qui travaillait aussi dans cet organisme, a trouvé que c'était injuste et a démissionné. La personne qui avait dénoncé Déborah a trouvé que ça lui mettait beaucoup trop de pression, avait un immense sentiment de culpabilité, parce qu'en dénonçant sa collègue, elle appelait quand même pas à son congédiement, et donc elle se sentait très mal et elle est allée en arrêt maladie. La dernière arrivée, voyant toutes les tâches lui retomber dessus, a également démissionné quand le conseil d'administration m'a appelé, ils étaient passés de 4 employés à 0 en un mois. Donc là, le congédiement intempestif de Déborah avait mené à une immense crise organisationnelle. Donc, je vous donne ces exemples-là encore là pour vous sensibiliser à faire des congédiements qui offrent de l'écoute, de l'empathie et qui permettent d'accompagner la personne dans ces étapes de deuil que vous connaissez bien, que je vous rappelle ici. Donc, le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Tout ça prend du temps et c'est vous, comme gestionnaire, vous avez déjà passé à travers toutes ces étapes-là pour en arriver à la décision finale, mais la personne, elle commence tout juste son processus. Donc, il faut prendre le temps de l'accompagner là-dedans. Dans le déni, il peut y avoir des moments, là, donc c'est ça, de colère, de marchandage. Donc, euh, plus vous comprenez ces stades-là, plus vous êtes en mesure d'accompagner la personne et de trouver des solutions créatives. Geneviève, juste, je suis désolée de t'interrompre. Vas-y, Il je t'en reste prie. un petit peu moins de 15 minutes pour la période de questions. Donc, on n'a pas Parfait. forcément de questions dans le chat, mais je pense que ça doit pas mal, ça doit pas mal vouloir réagir. Donc, juste pour te lancer le temps. Merci beaucoup de le faire. On s'était dit, on te, on te demandait ça. Je vous parle rapidement, donc, pour conclure, de congédier de l'embauche. Moi, j'ai eu une conversation avec Monique Jérôme Forget, pas que je la cite, mais elle faisait une conférence sur les femmes et l'économie. Puis, elle nous a bien fait rire en disant, le jour de votre mariage, mesdames, préparez votre divorce. Et de la même façon, je trouve que dès l'embauche, on commence à préparer la fin de la collaboration et on essaie d'incarner nos valeurs dans l'ensemble du parcours. Je vous ai parlé du courage managérial, là, j'essaie d'aller plus vite. Je veux juste vous parler rapidement du fonds de cheminement de carrière. Donc, dans le cadre d'incarner ces valeurs, ça peut se faire aussi d'une façon très, très concrète en prévoyant, vous pouvez l'appeler différemment, un fonds de cheminement de carrière pour prévoir notamment du soutien aux personnes plus marginalisées sur le marché de l'emploi dans votre équipe, les employés avec des personnes à charge, des personnes qui envisagent un retour aux études. Et ça, c'est de l'argent sonnant que vous mettez de côté, que vous budgétez. Vous pouvez offrir à quelqu'un qui quitte, à quelqu'un qui correspond plus au poste ou qui ne correspondait pas peut-être dès l'embauche, de passer des tests psychométriques, de rencontrer une personne spécialisée, une firme externe en orientation. Vous pouvez offrir des semaines de salaire pour des fins de recherche d'emploi. Vous savez, le préavis de 2 semaines, là, c'est juste la base des normes. On a le droit de faire mieux, on a le droit d'offrir plus. Offrir de maintenir l'emploi jusqu'au début de l'année scolaire ou de la session lors d'un retour. Donc, on dit, ben écoute, on va se séparer, mais peut-être que on continue jusqu'à temps que la session commence. De la même façon, on peut offrir de se séparer de façon dégressive dans un plan de transition pour pas que le salaire cesse du jour au lendemain. Si la personne a encore probablement des choses à offrir, on peut la rappeler d'une façon ponctuelle aussi pour le transfert de connaissances. Donc, tout ça permet de mieux accompagner nos gens qui s'en vont d'une façon qui est peut-être pas, pas volontaire là, vers des prochains défis. Euh, un mot sur la performance.
Peut-être que, parce que ce que je vois souvent il y a un groupe là, Facebook dans le tract des directions d'OBNL. Puis les gens disent, ah, la personne, là, bon, elle arrive en retard, elle prend beaucoup ses congés, tout ça, elle en fait moins que les autres. Puis souvent, il y a des commentaires en disant, ah, tu peux la congédier, tout ça. Euh, on est dans un secteur où il y a beaucoup de fatigue de compassion, de burn-out militant, d'éco-anxiété. On est dans un secteur qui essaie de changer le monde. Puis, j'aime rappeler que changer le monde, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Il y a une enquête qui nous dit que 30% des travailleurs du communautaire se disaient, il manque un espace ici, se disaient en situation d'épuisement professionnel. Donc, une personne qui sait se reposer dans vos équipes, mettre ses limites, faire moins, a peut-être beaucoup à nous apprendre. Il y a beaucoup de gens qui font des arrêts maladie, des burn-out, et peut-être qu'une personne qui réussit à maintenir sa santé mentale à travers toutes les difficultés de notre secteur a besoin d'en faire un petit peu moins pour le faire plus longtemps. Fait que peut-être aussi dans notre gestion des attentes, on serait capable d'accompagner une culture organisationnelle vers une culture qui est davantage sur le soin, sur le care, puis un petit peu moins sur la performance. J'arrive à la fin, j'aurai encore plein de matériel, mais je voulais bien sûr entendre quelques-unes de vos questions. Donc, l'invitation, ce serait soit de lever la main, on peut prendre quelques questions de vive voix, ou de les mettre dans le chat et l'équipe du CSMO va remonter quelques questions. C'est sûr que je ne pourrais pas analyser chaque cas, mais si vous avez des questions là, que vous trouvez qui pourraient être utiles à tous, je vous invite là, à les poser. Je vous laisse un petit instant. Si tu veux, Geneviève, j'ai déjà une question dans le chat en attendant que les personnes qui souhaitent prendre la parole de vive voix se lancent. Donc, oups, bonjour, est-il possible de rattraper la relation avec une personne qui a été mal congédiée et qui nourrit des sentiments négatifs envers l'organisme? Et dans le concept de s'entourer du CA, de mentor ou autre, comment le faire sans briser la confidentialité envers les dossiers RH des employés? Fait que je vais sur rattraper la relation. Moi, je crois qu'il y a toujours moyen de rattraper la relation. On est plusieurs organisations à se familiariser aussi avec les principes de justice réparatrice et tout ça. C'est pas juste à l'extérieur là, pour nos clientèles, ça peut être aussi à l'intérieur. Ça me permet même de mentionner que la situation, par exemple, je vous ai parlé de phrases inacceptables lors du souper de Noël, mais peut-être qu'il y aurait pu avoir une médiation là, au sein de l'équipe. Peut-être qu'il y aurait eu d'autres solutions que le congédiement. De la même façon, je vous ai fait une analogie avec le couple. Si on était un couple qui s'en allait vers la séparation, peut-être qu'on se donnerait des chances, peut-être qu'on ferait de la thérapie de couple, peut-être qu'on verrait quelqu'un pour nous aider, puis tout ça. Donc, de la même façon, vous pouvez très bien faire appel à des personnes externes, des firmes spécialisées, des médiateurs, puis faire des conversations constructives entre des employés blessés et des employeurs et faire des actes de réparation. Fait que moi, je pense que quand c'est voulu et conscient, il y a toujours moyen de rattraper ces relations-là. Maintenant, sur la question de la confidentialité, il faut faire attention. Des fois, la confidentialité, euh, c'est aussi utilisé pour contrôler l'information. Donc, c'est important de ne pas faire de la diffamation. C'est important de protéger la réputation de nos employés, mais vous pouvez toujours mandater un comité RH ou une personne responsable RH dûment mandatée au conseil d'administration, puis transférer à ce moment-là l'ensemble de l'information à ces personnes-là du mandaté qui doivent traiter l'information avec le plus de confidentialité possible aussi. Mais c'est sûr que si, euh, dans le fond, dans la mesure du possible, vous devez quand même informer le conseil d'administration. Moi, je recommande d'informer le conseil d'administration parce qu'il y a une gestion de risque. Puis parce que s'il y a plainte aux normes, ben, le conseil d'administration va être partie prenante des prochaines démarches. Donc, vous le faites de façon avec un devoir de réserve, mais vous devez fournir l'information pour la décision éclairée là, au niveau de votre conseil d'administration. Donc, vous pouvez rappeler les devoirs de confidentialité aux administrateurs risques, puis vous pouvez aussi essayer de le faire de façon non nominative. Donc, ici, on dira pas Sylvie a porté plainte contre Pierre. On pourrait dire il y a eu une plainte euh,
contre l'employé. Donc, on va essayer de le traiter d'une façon, c'est ça, avec réserve, mais il faut donner l'information. Merci. Donc, après, on avait une question de Nancy de la Maison Plein Cœur. Allez-y, Nancy. Bonjour Geneviève, bonjour tout le monde. Ma question, c'est, j'ai bien compris les principes d'un congédiement tout en douceur, dans le respect de la personne, sauf que quand on a besoin que la job soit faite, puis qu'elle n'est pas faite, puis qu'on n'a pas vraiment le temps de passer à travers une gradation de 2, 3 mois, d'aider la personne à se replacer, tout ça, comment on peut faire face à ce genre de difficultés? Oui, j'ai envie de vous donner, je vais passer par un exemple là, que j'ai pas eu le temps de vous donner parce que dans le fond, je comprends que vous n'avez pas le temps de passer à travers une gradation, mais vous n'avez pas le temps de passer à travers ce qui peut se passer suite à la non-gradation. Ben, ça aussi, c'est beaucoup d'investissement de temps. Puis l'exemple que j'avais envie de donner, je suis passée vite tantôt, là, c'est l'exemple de Maria. Donc, Maria, elle a été embauchée suite à la mise en place d'une politique EDI d'embauche. Donc, c'était vraiment une volonté de l'organisme d'aller chercher des gens qui avaient une expertise diversifiée. Et elle a été embauchée alors qu'elle ne maîtrisait pas bien le français. Ça a été sa première phrase. Bonjour, je ne maîtrise pas bien le français. Elle a été embauchée malgré tout. Et l'organisme se dit, ah, ben, on va lui donner du soutien, des ressources, son expertise est excellente et tout ça. Et quelques mois après, l'organisme s'est rendu compte que ça faisait vraiment pas. Puis il fallait vraiment une personne qui parlait bien français sur ce poste-là, puis que finalement, ils n'avaient pas les ressources pour soutenir la personne qui a été embauchée dans son manque de connaissance du français. Donc, c'est une embauche mal planifiée. Et ils ont congédié Maria. Maria a poursuivi. Puis là, on s'est retrouvé en médiation aux normes du travail. Et l'employeur a offert à Maria de payer pour une formation en français pour lui permettre d'acquérir les compétences pour la suite. Mais bien sûr, elle ne voulait pas réintégrer l'emploi, là. Elle avait été blessée puis échaudée, donc elle est allée utiliser ses nouvelles compétences de français dans un autre organisme. Alors là, je me dis, ça aurait coûté moins cher et ça aurait été moins compliqué à l'organisme de payer pour sa formation d'emblée, plutôt que de faire un congédiement puis se retrouver plus tard à la payer pour pas pouvoir, dans le fond, continuer avec les talents de l'employé. De la même façon, si vous n'utilisez pas la gradation des sanctions, ben, le danger, c'est de se retrouver dans des poursuites et des problématiques très grandes par la suite. Donc, on le redit, si on n'accompagne pas la personne dans le deuil, si son ego est blessé, si on touche son estime, ben là, on s'expose à beaucoup de ressentiments qui peut se retrouver dans une poursuite, mais qui peut se retrouver aussi dans du risque réputationnel. Fait que moi, je pense que vous n'avez pas l'occasion de ne pas prendre le temps. Si le travail doit être fait de façon urgente, il y a toujours moyen de s'asseoir à la table avec les employés peut-être, puis de revoir les rôles et responsabilités pour que les tâches urgentes soient prises de façon temporaire, le temps de faire l'accompagnement, le temps de faire la réflexion. Mais je vous encourage à le faire. Puis si vous vous rendez aujourd'hui au moment où ça n'a plus de bon sens, les tâches doivent être faites, je me demande qu'est-ce qu'il y aurait on ne regarde pas en arrière, on regarde en avant, mais pour les prochaines fois, qu'est-ce qui aurait pu être fait en amont pour accompagner la personne, pour lever les drapeaux à mesure, pour réajuster les tâches et en venir à se dire, ben, finalement, on n'y arrive pas là. Je suis à ce point-là, là, qu'on a fait tout un processus d'accompagnement, puis finalement, on arrive au bout du rouleau, finalement, là. Mais en tout cas, je vais laisser passer la question de Samira parce qu'on pourra en parler longtemps. Merci beaucoup, Geneviève. Merci, Nancy. Bonjour, je peux prendre la parole? Oui, oui, bien sûr, Samira, Bonjour, allez-y. merci pour la présentation. Moi, j'ai une question, je vais être vraiment très brève.
On a un cas, donc c'est un père aidant, donc c'est une personne qui a déjà connu les difficultés de notre service. On l'a recruté pour être père aidant au sein de notre service. On l'a congédié il y a un an de ça, parce qu'il était en retard, parce que c'est ça, son passé le rattrapait, mais nous, on voulait ben, justement l'aider à conserver son travail. Mais à un moment donné, c'était trop pour l'équipe, trop de stress et tout, donc on a fait une fin de contrat. Ce qui nous avait été reproché, il nous avait reproché d'avoir trop attendu avant de faire une mise à, un congédiement. Donc, du coup, il a réitéré son intérêt pour revenir au sein de l'équipe. On l'a rembauché. Il a fait ça, il est resté, ça fait 6 mois qu'il est à l'embauche. Mais là, le mois dernier, il est reparti dans ses travers. Absence répétée, injustifiée et tout. Donc là, bah, c'est ça. Donc moi, on fait de la compassion, oui, mais quand c'est un père aidant, c'est un peu plus difficile. Donc du coup, bah, c'est ça. Comment faire pour mettre une fin de comment faire pour le congédier, mais de manière humaniste et tout ça. Oui, c'est ça. Moi, je peux pas me. Je disais, tu sais, là, il était 30, je veux vraiment respecter votre temps, mais c'est sûr que c'est pas évident quand vous êtes dans un mélange aussi entre vos usagers qui obtiennent un emploi et tout ça, c'est toujours plus délicat, mais j'ai envie de ramener sur la question de la probation aussi. C'est pour ça qu'on utilise les probations. C'est pour ça, souvent on oublie de faire nos suivis de probation, de dire, mais là, en plus, vous aviez de la connaissance fine hein, sur cette personne-là. Donc, peut-être que dans le cadre de l'approbation, vous pouvez écrire des attentes spécifiques, des demandes d'ajustement, puis accompagner la personne dans cette rétroaction-là. Puis, si vous êtes au-delà de l'approbation puis vous avez des rétroactions à faire, mais je vous encourage à avoir les conversations courageuses et nécessaires à mesure pour dire, ben là, on arrive à un moment où ça fonctionnera pas, puis de quelle façon, puis de laisser un petit peu de contrôle à la personne sur la façon qui, elle, voit sa fin de collaboration avec vous. Vous avez toujours le droit aussi d'analyser que la personne a besoin d'un arrêt temporaire. Ça, c'est une chose que j'ai pas eu le temps de dire, mais des fois, on peut se demander aussi, est-ce que la personne vit un moment de vie très difficile qui demanderait là, de cesser la collaboration pendant un moment, mais peut-être la collaboration peut être reprise par la suite. Donc, est-ce que aussi Ça a on été doit ajuster proposé. nos attentes Hmm, euh, au moment de vie? hmm. Ça a été proposé, mais pas de réponse de sa part. Merci. Il est 12h31, donc il n'y a pas d'autres mains levées, il n'y a pas forcément plus de questions dans le chat. Ah, si, on peut prendre une dernière question, la question de Rachida, si ça te va, Geneviève, puis après on pourra clôturer le webinaire, si c'est bon pour toi. Oui, merci, bonjour. Désolée, je vais pas mettre ma caméra. J'ai une petite question autour de la communication de la raison du renvoi. Je sais on est tenu par la confidentialité, qu'on n'a pas, je veux dire, on ne doit pas divulguer des informations confidentielles, mais à partir du moment où l'organisme ou l'organisation a fait tout ce qu'elle devait faire et puis il fallait renvoyer la personne et que ça crée je vais dire, beaucoup de problèmes autour dans les équipes. Est-ce qu'on peut éventuellement communiquer quelque chose ou pas? Et Oui, qu'est-ce qu'on... oui, Voilà. c'est ça. Mais moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de faire des ententes où vous vous entendez sur le message avec la personne qui quitte. Puis, j'ai déjà vu des situations vraiment magnifiques. Une coordonnatrice dans un organisme qui a rencontré l'équipe, elle a dit, je quitte parce que c'était pas le bon poste pour moi. Puis, j'étais pas, je suis pas rendue avec la leader dont vous avez besoin. Puis je vais aller travailler là-dessus. Puis, peut-être que je vais revenir. Dans ce genre de poste-là, mais plus tard, j'étais pas prête. Donc, elle reconnaissait énormément ses failles, des failles qui étaient observées de toute façon là, par l'équipe. Donc, mais ce message-là, très humble, était très authentique, était très magnifique. Donc, on peut arriver à des moments d'authenticité comme ça. Mais sinon, pour protéger l'ego, des fois, les gens vont vouloir des messages différents. Puis, à ce moment-là, on s'en tient au message où on s'est entendu. Puis, euh,
Donc, c'est ça, si on peut s'entendre, puis si on peut laisser le contrôle à la personne de annoncer à ses collègues, annoncer aux parties prenantes, puis expliquer ou pas les raisons de son départ. Puis, on n'a pas à justifier non plus les raisons du départ tout le temps. Donc, si les gens ont des questions, mais s'ils sont en lien avec leur ancienne collègue, en lien personnel, les gens se parlent, ils poseront leurs questions, mais sinon, vous, comme employeur, vous avez pas d'obligation là, de diffuser les raisons des départs, des séparations. Euh, Je vous remercie. Juste un petit détail. Vous avez utilisé le terme escorter à la sortie. Est-ce que vous pensez qu'on ne devrait pas accompagner? Je suis dans les ressources humaines. Je reçois quand une personne vient, je vais aller la chercher au niveau de la réception et je l'accompagne au niveau de la sortie lorsqu'elle, c'est un principe. Maintenant, ce que vous pensez, ça m'est resté dans la tête, c'était tout à fait au début. Est-ce que vous pensez qu'on devrait escorter ou laisser la personne sortir toute seule? Mais quand je disais escorter à la sortie, j'ai fait la référence avec ce qui s'est passé dans l'entreprise Twitter qui a fait des licenciements massifs et d'une façon assez violente du jour au lendemain, a coupé les accès, a escorté dans un sens très ferme là, avec des gardiens de sécurité des gens à la sortie pour faire un contraste avec les départs bienveillants qu'on essaie de faire dans nos organisations. Donc encore là, dépendamment des souhaits de l'employé. Si vous voulez prendre le temps de bien faire les choses, la façon qui sera le mieux, je vous encourage à vous entendre avec l'employé parce que l'employé peut être en désaccord avec son licenciement, mais peut trouver un sentiment d'apaisement dans le fait de contrôler les démarches qui mènent à à la sortie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Je, pour les questions. Tu vas pouvoir clôturer, Geneviève, si tu le souhaites, parce qu'on est vraiment un peu en retard. Donc, je te laisse la clôture du webinaire. Parfait. Ben, j'avais une petite slide euh, de clôture un petit peu ludique. Je vais juste vous la montrer. En fait, peut-être en vous invitant à noter dans le chat euh, comment vous repartez à partir des images qui vous sont présentées ici et peut-être pourquoi. Je sais qu'on n'aura pas l'occasion d'entendre tout le monde, mais si vous avez une dernière contribution à faire, là, juste nous indiquer de quelle image vous parle le plus en ce moment. J'aimerais bien entendre. Puis s'il y a une ou deux personnes qui veulent se faire entendre, peut-être qu'on pourrait et on se dirait au revoir.